Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe. Cette semaine, je reçois Pierre-Yves Monjal. Pierre-Yves Monjal qui est professeur de droit public à l'Université François Rabelais à Tours. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Merci de revenir une fois encore. C'est moi. Donc la Maison de l'Europe, qui est aussi le centre d'information Europe Direct, a fait cette émission en partenariat avec RCF. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une thématique qui sont les lois. Ça peut paraître un peu austère, dit comme ça, mais on entend partout, on voit partout que 80% de nos lois sont des lois européennes. Nous dépendons de l'Europe là-dedans. Alors, on a un peu poussé l'enquête pour voir si c'était vrai, ce que ça voulait dire, et c'est avec vous qu'on va voir ça. Donc, 80% de nos lois sont vraiment d'origine européenne ? Alors, c'est une légende qui est assez tenace, ce chiffre de 80% qui est très régulièrement affirmé, réutilisé par les médias d'ailleurs, mais d'ailleurs y compris dans certaines analyses, dans la science politique ou même en droit d'ailleurs. Il y a ce chiffre, 80%, chiffre rond, très significatif, de nos lois sont européennes ou en tout cas sont imposées par l'Europe. Bon, alors il faut quand même aussi noter que c'est Jacques Delors qui... Voilà, l'origine du mythe. Dans les années fin 80, il était président de la Commission européenne et un grand artisan de la réalisation du marché intérieur, où il a sorti, effectivement, il a annoncé que désormais 80% des lois nationales seraient d'origine européenne. Alors, je pense qu'il a un petit peu exagéré le chiffre, même si il est vrai que dans le cadre de la mise en œuvre du marché intérieur, qui est essentiellement une compétence de l'Union européenne, un très grand nombre de directives et de règlements ont été adoptés, et que, comme c'est un domaine particulier, bien entendu, forcément les lois étaient européennes. Ces lois étaient européennes. Alors, du coup, si 80% paraît être un peu exotique comme chiffre, quelle est, à votre avis, la réalité ? Alors, il y a eu des analyses qui ont été conduites par la Commission européenne. Alors, on pourrait peut-être suspecter la Commission européenne de vouloir minimiser le chiffre, mais je ne pense vraiment pas. Et puis, il y a eu d'autres analyses juridiques, enfin économico-juridiques, dites quantitatives, qui sont venues un petit peu consolider l'analyse. Et on est très loin, en réalité, de ce chiffre. Alors, je peux vous donner deux chiffres, dont un qui concerne la France. Premier chiffre, il est de dire que quand on prend tous les États membres de l'Union européenne, le taux, je dirais, d'influence ou de pénétration des règles européennes sur les règles nationales varie, c'est-à-dire assez étonnant, entre 10 à 35%. Oui, déjà, on est dans un chiffre beaucoup plus bas, très en retrait par rapport du 80. Par rapport à ces questions-là. Concernant la France, on estime que les lois européennes ou la réglementation nationale qui serait directement sous influence de l'Union européenne est un petit peu plus supérieure à 20%. Oui, c'est quand même très faible par rapport à ce qu'on imaginait. Hein. C'est très faible. Alors, c'est intéressant d'ailleurs qu'il y ait une telle différence dans les États 10, 35%. Oui, alors ça prouve qu'on n'est pas dans un monde complètement figé, cette Union européenne. Alors, ça dépend des systèmes juridiques. Alors après, il faut voir si c'est un État fédéral ou pas qui est à prendre en compte. Là, il faut affiner. Voilà, il y a toute cette problématique. Mais en même temps, ça renvoie à une image de l'Union qui est plus ouverte que ce qu'on dit souvent. Plus ouverte et qui est peut-être moins étouffante sur le plan normatif. Alors, cela dit, c'est une moyenne. Je parle de la France. C'est une moyenne et il faut évidemment être un petit peu plus précis. Ça dépend des domaines. Mais voilà, ça dépend tout simplement des domaines. On va avoir des domaines qui vont avoir un taux de couverture, je dirais, européen ou un taux de pénétration de la législation européenne importante. C'est par exemple les politiques communes. Je pense notamment à la politique agricole commune, où là, on est plutôt sur des taux, je dirais, législatifs européens qui avoisinent les 40-45%. Oui, alors c'est un chiffre étonnant. Moi, je m'attendais à 80, là, ou 90. Oui. Non, 40, c'est pas beaucoup. Et là aussi, il faudrait pondérer au cas par cas, parce que vous avez certaines réglementations européennes en matière de qualité des produits, où là, il n'y aura que de la législation, par exemple, européenne. Mais après, tout ce qui est circuit de distribution, commercialisation des produits agricoles,
admettons dans les grandes surfaces, ce n'est que du droit interne. Donc ouais. on voit bien que quand on fait ces ratios, ça devient assez vite compliqué. Bon, même problématique pour l'environnement, où là il y a un taux d'intervention européen relativement important, même chose en droit de la concurrence, parce que ce sont des politiques très structurées, très importantes. Et puis en face de cela, Oui. on a d'autres domaines où l'Union européenne agit, bien sûr, mais beaucoup plus faiblement. Bon, je prends volontairement 2-3 exemples. Les questions de défense. Le taux d'intervention de l'Europe et de l'Union européenne est quasi nul, oui, très faible. Quasi nul, oui. Les questions relatives, par exemple, à l'éducation, la formation professionnelle. Je prends volontairement des domaines un petit peu singuliers. La culture, où là, le taux de normativité européen est extrêmement faible, 2-3%, peut-être, si on veut citer des chiffres, 5%, que sais-je. Tout le reste, c'est de la réglementation nationale. Oui. Donc on voit bien qu'il y a une forte ventilation entre ces chiffres, et affirmer tout de go que 80% des lois françaises sont imposées par l'Europe est un chiffre totalement fantaisiste, oui. Et qui d'ailleurs fait l'objet d'une double exploitation politique. Vous avez ceux qui sont très partisans de l'Europe qui vont vous dire, vous voyez bien que l'Europe est indispensable, c'est le quotidien puisque toute notre législation est européanisée. Et ceux qui sont hostiles à l'Europe, qui vont évidemment vous dire qu'il y a trop d'Europe et que l'on étouffe. Oui, donc c'est évidemment toujours récupéré ce taux. Voilà. Alors par exemple, dans le domaine du droit du travail, oui. Est-ce que le droit du travail, c'est un domaine dans lequel l'Europe le norme beaucoup ou pas? Non. Le droit du travail, fondamentalement, est un domaine qui relève de la compétence des États. Il n'y a pas un titre de compétence dans l'Union européenne intitulé « droit du travail » où il y aurait une législation unique en droit du travail. Mais on consacrera une émission sur la politique sociale et sans doute que l'on peut y intégrer dans le droit du travail. Donc, pour l'instant, c'est un petit secteur par rapport à l'ensemble des lois. Et c'est fondamentalement du droit interne, avec ponctuellement des interventions de l'Union européenne. L'égalité de salaire, par exemple. Alors, on en reparlera peut-être dans la politique sociale. La protection des travailleurs. C'est quand même pour déjà rappeler que c'est un petit secteur. Alors, on vient de voir que 80%, on était très loin, c'est un mythe, et qui est très loin de la réalité. Mais maintenant, je crois, ces lois qui sont prises dans l'Union européenne, elles arrivent dans notre système juridique de deux manières. Alors ça, c'est donc, important. est-ce qu'on peut voir ça? Parce qu'il y a les règlements et les directives. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la définition de chacun? Oui, c'est très simple. Ce qu'on appelle dans le langage commun les lois européennes, car au fond, c'est pas un terme qui... Alors, juridiquement, on peut discuter, évidemment, mais c'est un terme qui est quand même assez évocateur. Donc, cette législation européenne, je dirais, est formalisée de deux manières différentes. Il y a deux instruments juridiques, deux véhicules juridiques distincts. Il y a ce qu'on appelle les règlements, qui sont des actes juridiques complets, qui s'appliquent directement et qui s'appliquent en tant que tels dans le droit interne. Il n'y a pas de transposition. La phrase, qu'elle sorte de Bruxelles ou qu'elle arrive à Paris, c'est la même. C'est exactement la même, et le règlement est contraignant et obligatoire pour tous ses destinataires. Donc nous avons effectivement beaucoup de règlements qui viennent se superposer au droit national. Bon, c'est un premier élément. Et puis nous avons les fameuses directives, je crois qu'on en dénombre un peu plus de 4000 à l'heure actuelle, où là, il y a une opération singulière, une opération dite de transposition, où c'est le législateur principalement, normalement, qui va réécrire au fond la directive en l'adaptant en droit interne. Alors, la marge d'adaptation varie selon les secteurs. Alors, on a bien compris la différence, règlement-directive. Est-ce que vous avez un chiffre? Qu'est-ce que ça représente? Parce que... Oui, est-ce qu'il y en a beaucoup par rapport à ce qui est fait en France? Est-ce que vous avez des chiffres? Oui, alors ça, c'est aussi intéressant en termes d'analyse quantitative. Oui, parce que c'est évocateur quand même. C'est très évocateur. C'est toujours assez difficile de tenir la comptabilité exacte de la production normative européenne. Mais bon, on peut donner quelques grands chiffres. Pour les directives, on estime qu'il y en a un peu plus de 4000 qui sont en application. Pour les règlements, on doit avoisiner vraisemblablement les 30 000 règlements. Je sais que ça représente à peu près... alors, il y a les règlements, les directives, il y a des décisions, il y a des accords internationaux, il y a beaucoup de textes. C'est un ordre de grandeur. On a un stock d'environ 100 000 pages de journal officiel. Et donc, on le voit bien, plusieurs dizaines de milliers de normes. Alors, c'est
c'est très important, c'est considérable même. Mais il faut le mettre au regard des textes nationaux. Mais voilà, il faut le mettre au regard des textes nationaux. Et là aussi, il y a eu des études qui ont été conduites assez intéressantes. La France, par exemple, l'État, a un stock de normes, si je puis dire, alors tout confondu, décrets, arrêtés, lois, qui doit avoisiner les 700 ou 800 000 textes applicables. On est quand même sur des échelles très différentes. On ne joue pas dans la même On ne joue pas dans la même cour. Hein, et puis, on oublie les collectivités territoriales, où là, chaque année, toute collectivité confondue, commune, département, région, structure intercommunale, c'est plusieurs millions de textes locaux qui sont adoptés. Alors, je crois que vous avez un exemple qui vous concerne directement. Vous avez été concerné, vous avez été adjoint dans une mairie. J'ai été en effet adjoint dans une maire adjoint dans une commune de 3500 habitants. Et j'avais été confronté d'une certaine manière à cela, c'est-à-dire à notre grande capacité en conseil municipal à adopter des délibérations pratiquement tous les mois et demi. Et sur les 12 ans, j'ai fait 13 ans de mandat, mais peu importe, sur les 2 mandats, j'avais calculé que nous avions adopté près de 1800 délibérations. C'est énorme. C'est-à-dire des délibérations, entre guillemets des lois municipales, en conseil municipal. Je ne parle pas des centaines de décisions administratives, des centaines d'arrêtés municipaux qui ont été pris, notamment par le maire, pendant ces 12 années. Donc on a dû produire, je n'ai pas d'idée, mais peut-être 4 ou 5 000 textes sur 12 ans pour une petite commune. Voilà, donc c'est ça qu'il faut mettre sans doute en regard. Alors, il est temps de finir, malheureusement. Il faudrait peut-être rappeler que la loi européenne, même si on est loin des 80%, de toute manière, ce sont les États aussi qui la font. Ils sont co-législateurs, les États. Et voilà, c'est exactement cela. Lorsque l'on dit que les lois européennes nous sont imposées, je crois que c'est une manière de présenter les choses qui est très discutable. Elles ne sont pas imposées. Ce serait le cas si les États ou la France n'étaient pas en mesure de discuter ces règlements et ces directives. Or, on sait très bien que ces règlements, ces directives sont dans un premier temps coélaborés par tous les États, notamment au Conseil des ministres. Au Conseil des ministres, oui. Notamment. Donc, ce sont les États qui coécrivent les textes et par conséquent vont décider de les appliquer sur le plan national. Puis, elles ne sont pas imposées. Et un tout petit mot pour finir, en plus nous surtransposons. Voilà. Vous m'avez donné un exemple tout à l'heure, est... Donc la loi européenne... C'est très intéressant. La surtransposition, c'est une manie française. On va bien au-delà de ce que prévoient les prescriptions européennes. J'ai un exemple tout simple qui concerne peut-être les artisans peintres ou charpentiers et qui savent que leurs apprentis ne peuvent pas monter sur une échelle, sur un escabeau ou sur une plateforme pour intervenir sur les toits à hauteur. Et là, on a dit oui, mais c'est à cause de l'Europe, comprenez-vous. Il y a une directive sur la protection des jeunes au travail, heureusement, mais cette directive, je suis quand même allé voir, précise qu'il ne faut pas exposer les jeunes à des risques d'effondrement des structures. On comprend qu'il faut prendre des mesures de sécurité. Or, nous avons un décret qui est, je crois, de 2013, un décret tout de même, qui interdit tout simplement aux jeunes qui sont en apprentissage de monter sur des escabeaux, ou sur des échelles, ou sur des échafaudages. C'est le mot que j'ai cherché. Et tout le monde, dans un ensemble touchant, se retourne sur l'Europe en disant « c'est de la faute de l'Europe ». Ça s'appelle de la surtransposition. Ça s'appelle de la surtransposition. Merci beaucoup, Pierre-Yves Mongeal, pour cette émission. Et puis à très bientôt. Plaisir de vous retrouver.